Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui rentre chez vous. Délivrez-vous parce que la lecture est une porte imperturbable qui ouvre sur le savoir, sur la connaissance, sur la culture. Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre, une émission aujourd'hui qui va parler des relations haïtiano-américaines avec le docteur Pamphile. On va ouvrir cette émission en grande pompe avec la série Temps Poème. J'espère avoir atteint mon but, c'est-à-dire vous porter à découvrir l'œuvre de l'écrivain portugais Fernando Pessoa via la rubrique Temps Poème. Je n'ai pas arrêté de vous proposer soit du Pessoa, soit du Castrat, et c'est dans un but très pédagogique, vous porter à découvrir l'œuvre de ces deux excellents poètes. Aujourd'hui, Fernando Pessoa, dans Le Gardeur des troupeaux. L'effarante réalité des choses est ma découverte de tous les jours. Chaque chose est ce qu'elle est, et il est difficile d'expliquer combien cela me réjouit et combien cela me suffit. Il suffit d'exister pour être complet. J'ai écrit bon nombre de poèmes, j'en écrirai bien plus naturellement. Cela, chacun de mes poèmes le dit, et tous mes poèmes sont différents parce que chaque chose au monde est une manière de le proclamer. Fernando Pessoa, le gardeur de troupeaux, un poète à découvrir, une perspective poétique à embrasser. Place maintenant à la présentation biographique de mon invité, le docteur Léon Pamphile. Léon Dénius Pamphile est né en Haïti en 1943. Il fit ses études primaires et secondaires au lycée Alexandre Pétion de Port-au-Prince. En juillet 1968, il reçut sa licence de droit de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. En 1969, il obtint un diplôme de l'École normale supérieure de l'Université d'État d'Haïti. Après son arrivée aux États-Unis en 1970, il poursuivit des études académiques au séminaire de théologie à Pittsburgh où, en 1974, il reçut une maîtrise en théologie. Il étudia également à l'Université de Pittsburgh qui lui décerna un doctorat en sciences de l'éducation en 1980. Pamphile est éducateur. Il a enseigné le français à l'Université de Pittsburgh et à l'Université Point Park. Sa carrière d'enseignant dans les écoles secondaires publiques de Pittsburgh s'est étendue sur une période d'environ 30 ans. Cependant, parmi ses actions prioritaires figure la promotion de l'éducation et des soins de santé au sein des classes sociales défavorisées en Haïti en vue de maintenir allumée la flamme de l'espérance. C'est dans ce but qu'il fonda en 1983 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, l'organisation dénommée Ministère d'alphabétisation fonctionnelle d'Haïti qu'il dirige en tant que directeur exécutif depuis plus de 30 ans. Cette organisation est connue en Haïti sous le nom de Alliance Action Chrétienne et bénéficie du statut d'organisation non gouvernementale depuis 2007. Léon Pamphile est un chercheur qui étudie les relations entre Haïti et les États-Unis d'Amérique, mettant particulièrement l'accent sur les liens unissant les Haïtiens et les Afro-Américains. Dans son livre « Les Haïtiens et les Afro-Américains, un patrimoine de tragédie et d'espoir », il met en évidence la lutte commune des deux peuples afin de surmonter l'esclavage, le racisme, la discrimination et les séquelles socio-économiques découlant de ces événements qui
qui ont constitué leur histoire. Ses autres ouvrages sont L'éducation en Haïti sous l'occupation américaine, La Croix et le Glaive, l'Église catholique et l'occupation américaine, prix de la Société d'histoire et de géographie 1990, et Deux destins contraires, l'occupation, la désoccupation et la réoccupation américaine d'Haïti. Il a aussi publié de nombreux articles sur le même thème parus dans les journaux et revues tant qu'aux États-Unis qu'en Haïti. Léon Pamphile est également l'auteur de 2 œuvres à caractère religieux en langue anglaise, La pensée du Christ et Adaptation au changement des saisons de la vie. Ses responsabilités ont inclus de nombreuses conférences tenues dans différentes institutions universitaires américaines, les universités de Pittsburgh et Penn State, les universités de Maryland et Harvard et le Marymount Manhattan College à New York. En août 2007, il participa à un symposium organisé par le séminaire de théologie Justo Moilé à Luxanka, en Zambie. En 2007, le docteur Pamphile fut reconnu par la Commonwealth de Massachusetts pour ses contributions académiques exceptionnelles et ses recherches historiques centrées sur le parallélisme des conflits endurés par les Haïtiens et les Afro-Américains. En novembre 2011, Léon Pamphile fut consacré évêque de l'Église de Dieu en Christ d'Haïti par l'évêque Charles E. Blake. Il succéda à l'évêque Lopez d'Autruche qui prenait sa retraite. L'évêque Pamphile fut officiellement établi dans ce nouveau poste le 29 janvier 2012. De nombreux articles retraçant les réalisations de Léon Pamphile ont paru dans les publications comme le Pitt Magazine, le Pittsburgh Post Gazette, le Crisis Magazine de la NAACP et ainsi que d'autres. En août 1969, Léon Pamphile fut uni dans les liens du mariage avec la gracieuse Marie-Roselle Gousse. De leur union sont nés 3 enfants et 3 petits-enfants. Léon D. Pamphile, les racines des relations haïtiano-américaines. Les lettres de Toussaint Louverture et d'Edward Stevens, 1798-1801. Nous sommes dans la collection Textes retrouvés de C3 Éditions. Propos d'introduction. Au cours de mes recherches sur les relations haïtiano-américaines, j'ai découvert cet important document contenant les lettres de Toussaint Louverture et d'Edward Stevens de 1798 à 1800. J'ai jugé utile de le rendre accessible aux historiens et chercheurs ainsi qu'au grand public haïtien et francophone. Je leur propose donc cette traduction. Ces lettres font jaillir la lumière sur une période critique de notre histoire, tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Stevens nous lègue un vibrant témoignage des événements qu'il a vécus en tant que consul américain stationné au Cap-Français de 1798 à 1800. Comme le font découvrir ces échanges de courriers, il fut également dans les confidences de Toussaint Louverture. Monsieur Pamphile, bienvenue sur le plateau des livres et vous. Merci bien. Je suis content d'être ici avec vous aujourd'hui. Vous êtes donc chez C3 Éditions, dans la collection Textes retrouvés. Pouvez-vous déjà, pour planter le décor, Monsieur Pamphile, nous parler très rapidement et très brièvement de cette collection qui est chez C3, qui s'appelle Textes retrouvés? La collection Textes retrouvés est dirigée par le distingué historien Michel Souka. Et je crois que son but est de nous faire connaître ou faire connaître au public les textes qui ont été publiés dans le passé et qui sont oubliés aujourd'hui. Voilà. Vous avez, docteur Pamphile, un doctorat en sciences de l'éducation. Vous aviez mené vos études aux États-Unis. Vous avez vécu pendant longtemps en Pennsylvanie. Est-ce que tout ceci et tout cela explique votre intérêt pour les relations haïtiano-américaines? C'est ce que vous dites, c'est exactement la vérité. Alors, j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis et je voulais avoir un pied aux États-Unis et un pied en Haïti. Alors, j'ai fini par découvrir que le champ des études sur les relations haïtiano-américaines est vraiment passionnant. En ce sens, mon premier ouvrage, c'est L'éducation en Haïti sous l'occupation américaine. C'est publié
je crois, dans les années 80. Et j'ai également publié un texte qui s'appelle La croix et le glaive. Et c'est les relations entre l'Église catholique et l'occupation américaine. Travail passionnant qui a reçu le prix de la Société d'histoire et de géographie en 1991. Mais j'ai également écrit d'autres textes dans la même veine, dans le même sens. J'ai écrit un texte qui s'appelle, c'est en anglais, Haitians and African Americans, c'est les Haïtiens et les Afro-Américains. Et c'est vraiment intéressant de découvrir les rapports qui ont existé depuis la période coloniale, entre les Haïtiens et les Africains-Américains. Naturellement, Haïti, c'était l'exemple à suivre. Les Afro-Américains, ils ont aspiré naturellement à l'indépendance. Ils ont remarqué que les Haïtiens, Toussaint Louverture, les Dessalines, ils ont pu conduire leur colonie à l'indépendance. Alors, ils ont essayé, ils ont fait de leur mieux pour imiter Haïti, pour émuler l'exemple haïtien. Vous avez derrière vous, docteur Pamphile, une riche bibliographie. Vous êtes un écrivain, vous êtes dans les essais, vous êtes dans l'éducation, vous êtes dans la diplomatie pour le coup. Est-ce que pendant vos études, vous aviez eu des cours portant sur les relations diplomatiques haïtiano-américaines? Bon, je n'ai pas eu de cours, mais j'ai fait beaucoup de recherches. Par exemple, pour publier mon texte Haitians and African Americans, j'ai passé presque 12 ans avant d'atteindre mon objectif. Alors, il fallait récupérer les archives, il fallait avoir tous les documents d'époque. Exactement. Et alors, j'ai fait tout ça. Et je suis resté dans le domaine pour publier également avec les presses universitaires de Pittsburgh, de Floride. C'est le texte qui s'appelle Contrary Destinies, c'est les destins contraires. Ce que je voulais montrer dans ce texte, c'est le contraste qu'il y a entre les deux pays. Bon, deux pays qui ont pris leur indépendance du colonialisme européen, les États-Unis, de l'Angleterre et Haïti, de la France. Et les deux premiers pays indépendants de l'hémisphère occidental. C'est très intéressant. Ouais. On a toujours tendance à oublier ça. Les deux premiers, en effet, les États-Unis et Haïti. Exactement. Et puis, il y a l'apport d'Haïti également à l'indépendance des États-Unis, parce que en 500, Noirs haïtiens ont participé à la bataille de Savannah. Et ça, c'est pas rien, c'est un apport considérable. Alors, dans ce livre, Les racines des relations haïtiano-américaines, vous relevez donc des correspondances qui ont été partagées entre le consul américain installé en Haïti à l'époque, l'équivalent d'un ambassadeur, et celui qui était à l'époque considéré comme étant le secrétaire d'État. C'est ça le contexte du livre. C'est ça le contexte du livre. C'est une compilation des dépêches diplomatiques qui sont consignées au département d'État. Et j'ai découvert ce travail. C'est publié en 1911 par The American Historical Review. Alors, j'ai jugé bon de mettre ça à la portée du public haïtien. Alors, vous avez trouvé ces correspondances dans les archives du département d'État, dans la bibliothèque du Congrès à Washington. Quand vous aviez procédé? J'ai découvert, comme je vous ai dit, dans le American Historical Review. OK. Vous avez trouvé ces correspondances. Exactement. Et vous avez procédé aux traductions. Alors, ce qui marque au premier regard, c'est les formules de politesse en fin de correspondance. Quand, par exemple, un ambassadeur écrit à la fin « J'ai l'honneur d'être, avec beaucoup de respect et d'estime, Excellence, votre serviteur le plus obéissant. » Ce sont des aménités diplomatiques très intéressantes, je crois. Oui.
Mais je ne sais pas si on continue à abonder dans le même sens en ce moment. Ouais. Mais c'est très intéressant. Et c'est vrai que là, je me suis dit, attends, là, c'est même pas du respect, c'est de la soumission. C'est un vouloir de s'invisibiliser dans la relation avec l'autre. Dire avec beaucoup de respect et d'estime, excellence, je suis votre serviteur le plus obéissant. C'est un ambassadeur qui parle à son supérieur hiérarchique. Exactement, c'est bien ça. Et quand Toussaint Louverture écrit, nous avons en même temps les mêmes formules. Hein. Mais malheureusement, on n'a pas eu des réponses, Dr Pamphile, du président américain. Vous avez 2 ou 3 lettres de Toussaint dans ce livre. Il y a 2 lettres de Toussaint. 2 lettres de Toussaint envoyées au président américain de l'époque. Mais on n'a pas les réponses du président américain. Il n'a pas répondu à Toussaint Louverture. Et bon, je crois que les réponses sont remarquables dans les actions. Parce que dans la première lettre, Toussaint, son objectif, c'était de rétablir les relations commerciales entre la colonie et les États-Unis. Et ça a été fait. Et Edward Stevens, il a été envoyé en Haïti. Je crois que c'est une réponse à la lettre de Toussaint Louverture. Voilà. Il est venu pour entreprendre les démarches nécessaires pour rétablir ces relations commerciales. Et en fait, les relations commerciales ont été bien et belles rétablies. Alors, à cette époque, nous sommes dans les années 1790, nous sommes en 1800. Haïti n'est pas encore un État indépendant. Ce livre nous apprend beaucoup de choses sur les marges de pouvoir de Toussaint Louverture. Il pouvait décider, Toussaint, sur l'avenir de la nation. Exactement, ce livre nous fait voir l'ascension de Toussaint Louverture à la tête du gouvernement de la colonie. Et je crois que Stevens, il l'a dit lui-même, quand il est arrivé à Saint-Domingue, Roum était encore là, représentant du directoire, mais il a bien dit qu'on ne pouvait rien faire sans l'autorisation de Toussaint Louverture. Donc le chef, c'était Toussaint Louverture. Stevens est donc un consul américain. Bon, en 2018, on l'appellerait un ambassadeur. Dites-nous, à cette époque, Dr Pamphile, à la lumière de vos recherches, quelles étaient maintenant les marges de pouvoir d'un consul américain? Je crois que je ne vais pas généraliser, mais dans le contexte de ce livre, Stevens, il avait les pouvoirs diplomatiques pour engager ou bien désengager le gouvernement américain, comme le montre ces lettres. Vous écrivez dans les propos d'introduction, sur le plan intérieur, surgissent différents indicateurs qui ont conditionné la réalité sociopolitique du pays. Les lettres révèlent par exemple la naissance du militarisme haïtien qui a prévalu tout au long du 19e siècle jusqu'à l'aube du 20e. Qu'est-ce que vous appelez naissance du militarisme haïtien, Dr Pamphile? Eh bien, c'est clair. Tout le monde sait que Haïti était dirigé par les généraux. Et puis, pour accéder au pouvoir, ce n'était pas par les urnes, mais plutôt c'était par les baïonnettes. Donc Toussaint, il a montré la route, il a montré la voie. Donc, il a pu en réduire à la défaite son rival Rigaud. Et c'est après la défaite de Rigaud qu'il est devenu vraiment le chef de la colonie, parce qu'il n'avait plus d'obstacles. Vous savez, il avait eu... Bon, il y avait Villatte, bon, il s'est débarrassé de Villatte. Il y avait les représentants de la métropole, que ce soit Sontonax, il l'a envoyé en France. Et Edouville également a dû quitter la colonie. Donc, il ne restait que André Rigaud. Ouais, comme adversaire de Toussaint Louverture. Exactement. Rigaud qui était un mulâtre, on va en parler tout à l'heure au cours de cette émission. Il y avait un véritable conflit entre Toussaint Louverture noir et Rigaud mulâtre qui occupait surtout la partie sud de l'île. Alors toujours, sinon dans les propos d'introduction de ce livre, vous écrivez maintenant sur le plan extérieur.
Ces documents révèlent des indicateurs sur lesquels sont fondées les relations haïtiano-américaines. Le premier indicateur très évident dans la lettre de Toussaint au président John Adams est celui de la dépendance économique de Saint-Domingue vis-à-vis des États-Unis. Donc déjà à cette époque, Dr. Pamphile, on peut parler d'une dépendance économique d'Haïti vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. C'est ça, c'est ce que je voudrais montrer ici dans le texte, les racines de ces relations. Donc, les lettres montrent l'état difficile de la période sur le plan économique pour la colonie à cause de la coupure des relations commerciales, parce qu'il y avait un embargo. Le gouvernement américain a imposé un embargo contre la France et toutes les dépendances de la France, y compris Saint-Domingue. Alors ça montre ici également le pouvoir de Toussaint qui a choisi de négocier sans l'autorisation de la France directement avec le gouvernement américain. Et s'il a pu en vaincre Rigaud, c'est parce que, à cause de ses relations commerciales, il a pu recevoir les munitions, les denrées nécessaires, les vivres pour son armée, également pour la colonie. Et on lit ça en effet. Un second indicateur important apparaît dans la lettre du 20 juin 1799. C'est ce que j'adore dans l'histoire, c'est les dates, quand les dates viennent. Relative à la guerre du Sud, Toussaint demanda au président John Adams, donc Toussaint Louverture demanda à un président américain de lui envoyer des armes contre son rival André Rigaud, haïtien. Eh bien, Toussaint n'est pas aussi sain qu'on le croyait, docteur Pamphile. Bon, je ne dirais pas ça parce que moi, j'admire beaucoup Toussaint Louverture. Et enfin, c'est l'homme politique et l'homme militaire qu'on voit ici dans cette action. Pour garder le pouvoir, Toussaint a été prêt à pactiser avec le président d'un État étranger. Exactement. Il faut avoir la victoire. Et les lettres montrent l'écart qu'il y avait entre les deux armées. Selon les lettres, selon Stevens, l'armée de Rigaud était bien équipée, bien vêtue, bien nourrie, bien payée. Au contraire, il a dit que l'armée de Toussaint était plutôt au dépourvu. Il n'y avait pas de munitions. Stevens a beaucoup aidé Toussaint en ce sens. Et Toussaint lui-même, il a écrit cette lettre au président américain John Adams de lui envoyer des bateaux armés pour combattre André Rigaud. Pour combattre André Rigaud. Et il l'a fait, et c'est pourquoi il a pu remporter la victoire. Mais connaissant les États-Unis d'Amérique, docteur Pamphile, si le président américain Adams accepte de fournir à Toussaint munitions, bateaux et vivres alimentaires, c'est pour avoir en retour des avantages. Naturellement. Donc, quelles ont été les exigences du président américain à Toussaint Louverture? Bon, je crois que l'intérêt américain, c'était le commerce. D'avoir le contrôle des douanes? On n'est pas là encore, mais c'était le commerce avec la colonie. Et Stevens l'a bien expliqué qu'il y avait un accord commercial entre la colonie, entre Toussaint Louverture et le gouvernement américain. Mais Stevens a bien dit, si un homme comme Rigaud, du tempérament de Rigaud, un homme capricieux, comme il l'a décrit, un homme tyrannique, et si Rigaud gagne la bataille, eh bien, les relations commerciales, les accords, mais l'accord qui a été mis en place entre les deux parties, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, l'objectif américain, c'était d'avoir accès au port du Sud. C'est pourquoi ils ont soutenu Toussaint Louverture. On va continuer à approfondir cette séquence dans le film haïtiano-américain.
Le docteur Léon Pamphile est sur le plateau Délivrez-vous, les racines des relations haïtiano-américaines. Voici donc le livre qui est à l'honneur à Délivrez-vous aujourd'hui. Allez, le temps d'une première respiration. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission des livres et vous, c'est une émission qui fait la promotion de la lecture publique. Aujourd'hui, je reçois le docteur Léon Pamphile et nous sommes en train de présenter son livre qui a pour titre « Les racines des relations haïtiano-américaines ». Nous sommes dans les propos d'introduction et je m'en vais lire ceci. Les États-Unis ont pris le parti de Toussaint contre Rigaud. Comme le proclame Stevens, l'ambassadeur américain installé en Haïti à l'époque, sans la réussite de Toussaint, tous les arrangements commerciaux que nous avons pris seront vains. Le traité le plus solennel n'aurait que peu de valeur en présence d'un homme d'un tempérament capricieux et tyrannique comme Rigaud. Cette situation met en évidence la nécessité absolue de soutenir Toussaint par toutes les voies légales. Des provisions furent livrées à Toussaint. En fait, Rigaud en fut réduit à la défaite de Jacmel par le blocage et le bombardement des forts de la ville par les bateaux américains. Dès la période coloniale, les Américains ont donc commencé le processus d'introniser chez nous les chefs d'État. Même tout récemment, Michel Martelly bénéficia de ce privilège grâce à l'intervention de la secrétaire d'État Hillary Clinton par l'intermédiaire de son ambassadeur en Haïti, Kenneth Merten, désigné arbitre du résultat des élections de 2010. Donc, ce qui s'est passé en 2010, c'est déjà passé en Haïti, avec pas n'importe quel homme, avec Toussaint Louverture, docteur Pamphile. C'est ça. Qui a fait appel aux bateaux américains pour garder le pouvoir. C'est ça. Nous voyons dès le début l'ingérence des États-Unis dans les affaires haïtiennes. Donc, Steven, il l'a bien dit, il a choisi. Entre les deux rivaux, entre Toussaint et Rigaud, et il a fait son choix. Ouais. Je veux avoir Toussaint, je veux que Toussaint gagne, parce que si Toussaint gagne, ça va être dans les intérêts commerciaux, politiques des États-Unis. Est-ce que Toussaint, docteur Pamphile, est politiquement dans la formule qui veut que tous les moyens sont bons dès lors qu'ils sont utilisables? Bon. Pour garder le pouvoir, dans un contexte machiavélique, bien sûr. Naturellement, il faut voir le pragmatisme de l'homme. Il veut avancer, il veut monter. Et vous appelez ça le pragmatisme, pas le machiavélisme? Bon, je crois que pragmatisme, c'est un terme beaucoup plus gentil. C'est un euphémisme. Exactement, c'est mieux que machiavélisme. Alors, ces lettres aussi mettent en avant les tensions qu'il y avait entre les puissances de l'époque pour instituer leur hégémonie en Haïti. Les États-Unis, l'Angleterre, la France, il y avait un jeu compliqué entre ces trois-là pour savoir qui allait finalement mieux exploiter Haïti. Exactement. Je crois que si on doit comprendre l'évolution des relations haïtiano-américaines et même l'histoire d'Haïti, des événements très importants, très marquants dans l'histoire d'Haïti, il faut voir cette lutte qu'il y a entre les puissances d'alors, l'Angleterre, la France et puis les États-Unis. Ouais. Il faut remarquer que les États-Unis et l'Angleterre, bon, ils se sont mis ensemble contre la France. Et même
jusqu'à l'occupation américaine. Rappelez-vous que les États-Unis, l'une des raisons qu'il faut considérer dans l'explication ou bien de l'intervention américaine en Haïti, c'est encore là une lutte hégémonique. Parce qu'ils ont cru que l'Allemagne, à l'époque, avait un pied-à-terre en Haïti et il fallait maîtriser, vous voyez. La montée allemande. Exactement. Donc c'est pourquoi, bon, c'est l'une des raisons. Ouais. Alors, Dr Pamphile, il n'y a donc eu historiquement aucune relation d'égal à égal entre Haïti et les puissances occidentales. À aucun moment dans l'histoire de ce pays, on a eu des rapports égaux entre États-Unis, Haïti, États-Unis et la France. Il y a toujours eu une tendance hégémonique du côté de ces États-nations. Oui, il faut l'admettre. Les grandes puissances tendent à, si vous voulez, à faire mainmise sur les petites nations. Et naturellement, Haïti, c'est un pays très important à divers niveaux. Donc, il fallait contrôler Haïti parce que on voulait comprimer, si vous voulez, ou bien supprimer l'implantation au commencement, l'exportation de l'idéologie haïtienne aux États-Unis. Parce que il faut remarquer que dans l'accord qu'il y avait eu entre Maitland et Toussaint, l'un des points fondamentaux de cet accord, c'était de garder la sûreté des États américains du Sud. La Jamaïque pour l'Angleterre et les États sud des États-Unis. Ouais. Il ne fallait pas que Toussaint ou bien n'importe quel autre aille libérer ou bien importer l'idéologie révolutionnaire, l'idéologie de liberté. Dans les îles voisines et particulièrement la Jamaïque. Et c'est ce que ce livre nous apprend en effet. À un certain moment, la France voulait envahir, coloniser la Jamaïque. Et Toussaint Louverture était au centre de ce jeu géopolitique. C'était le stratège qu'on comptait mobiliser pour envahir la Jamaïque. Et il avait refusé ou accepté, Dr Pamphile? Non, il a dit non, parce que selon l'accord qu'il a eu avec Maitland, il fallait garder ou bien protéger la Jamaïque ou du moins ne pas intervenir, que ce soit à la Jamaïque ou bien dans les États américains du Sud, où il y avait beaucoup d'esclaves. Ouais. Et les dépêches diplomatiques de l'ambassadeur américain sont très longues, Dr Pamphile. Cela traduit un intérêt réel pour Haïti. Donc déjà, à l'aube du 19e siècle, les États-Unis portaient un tel intérêt pour Haïti. Pourquoi donc Haïti est-elle à ce point importante pour les États-Unis d'Amérique? Bon, au commencement, c'était, comme je vous ai dit, du point de vue commercial. Il fallait avoir le marché haïtien. Mais lorsqu'on avançait au milieu ou bien à travers le 19e siècle, et Haïti avait une position stratégique, vous voyez. Oui. Il fallait contrôler Haïti pour empêcher que les puissances européennes puissent en profiter pour lancer n'importe quelle attaque contre les États-Unis. La situation, la position géographique d'Haïti. Ouais. Haïti n'est pas loin du canal du Panama. Exactement. Nous ne sommes pas loin des côtes de Miami. C'est ça. C'était donc un territoire assez stratégique. C'est ça. Donc cette position ne vaut plus maintenant. Alors, je crois qu'on met l'accent Haïti, c'est la porte d'entrée de la drogue vers les États-Unis. Alors, on cherche toujours à contrôler ce qui se passe à ce niveau en Haïti. Alors, à cette époque, et nous sommes à l'aube de 1800,
Qu'est-ce que Haïti produisait essentiellement et était capable de commercialiser avec les États-Unis? Bon, mon cher, ça c'est évident, hein. Alors, je vois deux points là, deux points intéressants. Vous vous rappelez qu'Haïti était la plus riche des colonies. Des colonies françaises. Françaises. Voici pourquoi on appelait Haïti la perle des Antilles. C'est ça. Mais des Antilles françaises. Oui, oui, oui. C'est ce que les gens ont tendance à oublier. Ce n'est pas l'appel des Antilles pour les Haïtiens, c'est l'appel des Antilles pour les Français, pour le colonialisme. Oui. Alors, Haïti exportait, vous vous rappelez, naturellement, le sucre, le coton, l'indigo. Le café. Et Toussaint, c'est très important. Dans sa première lettre, c'est ce qu'il a dit. Il parle d'échange, vous voyez. Et vous nous apportez des choses, mais nous vous donnons des choses. Vous voyez, les bateaux ne vont pas retourner vides. Il a parlé de nos riches productions. Je crois que c'est très important. Ouais. Aujourd'hui, nous remarquons que la situation économique d'Haïti est très grave, très sérieuse. Mais l'une des raisons majeures, c'est que nous n'exportons pas. Vous voyez, il n'y a pas d'équilibre. Nous importons, mais nous n'exportons pas. Mais à l'époque, vous voyez, Haïti exportait. Il y avait un équilibre dans la balance commerciale, dans le jargon économique. C'est ça, c'est ça. Et c'est ce que je voudrais voir le relancement de la production nationale pour que Haïti puisse également exporter. Et c'est ce qui va aider la population parce que nous voyons que il y a une croissance de l'inflation. Ça monte chaque jour. Alors pour l'instant, Haïti est malheureusement un grand exportateur de force de travail. Nous exportons notre jeunesse, nous exportons des bras qui pourraient servir au développement économique, à la relance économique d'Haïti. Bon, je voudrais souligner qu'Haïti n'est pas le seul pays à exporter des hommes. À exporter. Parce que si on regarde ce qui se passe maintenant en Europe, il y a beaucoup de pays. L'immigration, le problème de l'immigration. Oui. Ouais, donc, il y a vraiment un mouvement. On cherche le bien-être un peu partout. Ouais. Mais il faut l'admettre que c'est l'un de nos problèmes. Nous exportons la matière grise. Ouais. De ce pays. Je voudrais revenir rapidement sur le profil de Rigaud, mais surtout sur la façon dont l'ambassadeur américain campe Rigaud. Il dit dans une dépêche diplomatique, les deux veulent régner, il parle de Toussaint et de Rigaud, mais par des moyens différents avec des visions différentes. Rigaud plongerait le pays dans le sang afin d'atteindre son objectif et massacrerait aveuglément les Blancs, les Noirs et même les dirigeants de sa propre couleur. Moi, j'ai en tête Toussaint assassinant Moïse. Oui. Pourquoi il n'a pas présenté Toussaint avec ce profil-là comme un assassin, comme quelqu'un qui est prêt à tout? C'était pour garder le pouvoir que Toussaint a tué son neveu Moïse. Bon, je crois qu'il y a là un parti pris de la part de Stevens, et j'ai déjà expliqué. Est-ce qu'il est aveuglé un peu par les intérêts? Oui, donc il a invisibilisé volontairement les fautes, les travers du comportement politique de Toussaint Louverture. Oui, nous ne les voyons pas, comme vous dites. Mais en tout cas, pour obtenir, je crois, la faveur ou bien la bonne marche des choses de la part des États-Unis envers Toussaint Louverture. Ouais. Donc, il décrit, il campe Rigaud comme sous un mauvais œil. Et ce que nous constatons également, Dr. Pamphile, nos guerres intestines ont toujours servi à ces puissances hégémoniques. Là, l'ambassadeur américain écrit « Je regrette de vous informer que la présente guerre civile aura une influence considérable sur l'agriculture de l'île et diminuera considérablement les exportations de l'année présente. Les cultivateurs commençaient à être industrieux
et l'espérance de la vente de leurs produits les faisait travailler avec enthousiasme. Mais un grand nombre d'entre eux ont été dernièrement engagés dans l'armée. Donc, ce qui fait que Haïti n'arrive plus à produire parce que la force de travail est engagée dans l'armée, ce qui ouvre les coups des franches à la production américaine, à l'industrie américaine pour nous bombarder de riz, pour nous bombarder de poissons, de légumes et tout ce qui va avec. Oui, malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Comme vous dites, le pays est bombardé par les objets pépés. On n'a qu'à sortir dans la rue pour voir toutes ces choses. Et ce qui, malheureusement, affaiblit l'industrie haïtienne. Parce qu'à cette époque, les travailleurs de la terre étaient donc engagés dans l'armée. Aujourd'hui, les travailleurs de la terre sont dans l'exode rural. Ils sont soit à Port-au-Prince et vont créer des bidonvilles, soit ils vont chercher à s'installer au Chili, ils vont s'installer aux États-Unis ou ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, l'agriculture est négligée, ou du moins les forces productrices du pays sont ceux qui sont négligés, ce qui pourrait nous aider à avancer. Alors, absolument. C'est ça, c'est un problème. Alors, vous avez un doctorat en sciences de l'éducation, vous avez conduit là un travail historique, nous avons constaté les faits. Qu'est-ce que nous pouvons maintenant proposer, docteur Pamphile, pour un renversement de paradigme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour couper court à la dépendance économique d'Haïti vis-à-vis des États-Unis? Je crois que le problème d'Haïti, ça va être un changement de mentalité. Il faut que nous autres Haïtiens vraiment professent le nationalisme, que nous acceptons notre pays et que nous arrivons à nous dépasser, à enterrer les intérêts personnels, vous voyez. Et on dit qu'Haïti, c'est le pays le plus corrompu de la Terre, ou bien l'un des pays. Alors, sans ce changement de mentalité, pour voir le pays d'abord, vous voyez, les masses d'abord, eh bien, nous n'arriverons jamais à, je crois, à changer le paradigme. Voilà. Ça va être la même chose tout le temps. Le pouvoir est source de richesse, malheureusement. Vous voyez, ça ne peut pas être. Alors, le pouvoir, c'est un moyen de donner la lumière aux autres, ou bien de la bonne gouvernance pour promouvoir le bien-être de tout le monde. Alors, je crois que c'est ça la solution. La solution, c'est à apporter. Le nationalisme. Alors, docteur Pamphile, est-ce que vous pensez qu'un jeune Américain qui vit en Pennsylvanie, qui vit dans le New Jersey, est-ce qu'il est au courant un tout petit peu de la nature de ses relations haïtiano-américaines? Sait-il que son confort américain est lié à l'exploitation d'un autre territoire qui s'appelle Haïti? Est-ce que c'est passé dans les circuits officiels de l'éducation? Oh, oui, alors vous parlez là, je crois, de la réalité, de la connaissance, ou bien de la connaissance. Oui, donc dans l'enseignement de l'histoire aux États-Unis, est-ce qu'un Américain lambda est au courant qu'il y a un pays qui s'appelle Haïti et que son pays, les États-Unis, a toujours exploité ce pays? Pas nécessairement. Parce que l'histoire américaine, commencée dans les écoles, néglige même les Noirs américains. Les Noirs américains, parfois, ils ne sont pas contents de voir que beaucoup de chapitres qui devaient être inclus dans l'histoire générale des États-Unis n'y est pas. Alors, pour Haïti, c'est une autre chose, c'est une autre affaire. Voilà, les racines des relations haïtiano-américaines, les lettres de Toussaint Louverture et d'Edward Stevens, ambassadeur américain installé en Haïti à l'époque de 1789-1800. Le docteur Léon Pamphile est sur le plateau des livres et nous allons vous laisser respirer une deuxième fois. Allez-y.
Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Les racines des relations haïtiano-américaines, C3 édition, collection texte retrouvé. Voici donc Monsieur Léon Pamphile qui est sur le plateau Délivrez-vous, le docteur Pamphile, pour présenter ce livre qui est extrêmement important pour comprendre les relations actuelles qui existent entre les États-Unis et la République d'Haïti. Toussaint Louverture ne s'entend pas avec Rigaud Mulatte qui dirige toute la partie sud de l'île. Toussaint Louverture qui souhaite avoir un contrôle total et entier sur la République. Il va donc faire appel au président américain afin qu'il puisse obtenir munitions, bateaux armés pour combattre Rigaud. Il écrit donc une lettre formelle au président américain de l'époque, le président Adams, et à la fin de la lettre, en guise de formule de politesse, Toussaint Louverture écrit « Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur. » Docteur Pamphile, moi en lisant ça hier soir, ça m'a secoué sur mon lit. Je me suis dit, attends, à l'école primaire, on ne m'a jamais appris que Toussaint Louverture, le précurseur de l'indépendance d'Haïti, aurait pu écrire « Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur. » C'est une formule de politesse. Il n'y a que ça. Et si vous lisez les autres lettres, je crois que les conclusions sont à peu près similaires. Ouais. Oui, si je prends les formules de politesse de l'ambassadeur Stevens, c'est encore les mêmes. Donc à l'époque, c'était la formule de politesse par excellence. C'est ce qu'on peut dire à partir de ce texte, au moins. Donc ça ne porte pas là une sémiologie particulière où Toussaint se courberait devant le président américain. Je ne le dirais pas du tout. Je ne le dirais. Mais quand même, on veut trouver grâce, on veut avoir quand même une réponse favorable à sa requête. Alors, si ça peut aider. Mais je me tiendrai à cette explication qu'il ne s'agit ici que d'une formule de politesse. Le conflit entre Rigaud et Toussaint, docteur Pamphile, est-ce un conflit pour le pouvoir ou est-ce également un conflit lié à la couleur de peau? Rigaud est mulâtre, Toussaint est noir. Bon, moi je dirais la raison fondamentale, ça doit être pour le pouvoir. Donc, les deux pensent qu'ils ont droit à la direction ou bien au gouvernement de la colonie. Alors, et naturellement, on a ici la lutte entre le noir et les mulâtres. On ne peut pas quand même éviter d'associer cette lutte à la lutte des couleurs, à la question de couleur, je crois qu'on me dit en Haïti. La question de couleur est naturellement là. C'est vrai qu'il y a une question de couleur. Mais pourquoi dans ce livre, à aucun moment, on a pu lire soit la réponse du secrétaire d'État américain de l'époque ou la réponse du président américain? Est-ce un choix éditorial de votre part de ne mettre dans ce livre que les lettres de Toussaint et les lettres de l'ambassadeur américain de l'époque, ou est-ce que dans vos recherches, vous n'aviez pas eu accès aux réponses du président américain et celles du secrétaire d'État? Bon, comme je vous ai dit dès le début, ce texte est une traduction, vous voyez, de lettres qui ont été déjà compilées et publiées dans des American Historical Review. Mais je vais réaffirmer ou bien je vais renforcer le fait que
les réponses, si elles ne viennent pas sous forme de lettres, les réponses étaient quand même pourvues sous forme d'aide. Parce que ce qu'a demandé, il en a reçu. Il avait demandé de l'aide économique et il a reçu cette aide économique. Il avait demandé de l'aide militaire et cette aide était également présente. Alors, on ne peut pas dire que le président américain n'a pas répondu. Il a répondu. Ouais. Oui. Alors, est-ce que, en guise de comparaison entre la figure de Dessalines et la figure de Toussaint, on constate, docteur Pamphile, que Toussaint Louverture est mieux vu dans les circuits historiques officiels. Il est applaudi, il est aimé. Et Jean-Jacques Dessalines est présenté comme un assassin, comme un illustre criminel. Est-ce que Toussaint Louverture est autant aimé parce qu'il a toujours souhaité pactiser avec les puissances hégémoniques? Il a voulu pactiser avec l'Angleterre, avec la France, avec les États-Unis. Donc, est-ce pourquoi il est beaucoup mieux aimé, il passe mieux dans l'histoire officielle que Jean-Jacques Dessalines qui, lui, a opté pour la rupture totale et pour l'indépendance d'Haïti? Bon, nous avons deux grandes figures historiques, Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines. Je crois que les deux, ils ont rempli leur mission de manière, je ne dirais pas parfaite, mais Toussaint, c'est le précurseur de notre indépendance. Il a établi les bases, les prémices qui ont permis d'arriver à cette indépendance. En fait, il a d'une manière ou d'une autre, on peut dire qu'il a vraiment acquis de manière prématurée cette indépendance. Avec la Constitution de 1801, vraiment, c'était une indépendance de la France. Alors, Dessalines est allé un peu plus loin. Donc, nous avons officiellement, sur le champ de bataille, gagné cette indépendance. Et il a fallu avoir, je ne sais pas, je ne dirais pas, bon, courage, ou bien détermination, ou bien, on assimile à Dessalines une sorte d'idée de férocité, de cruauté, mais le résultat, c'est que Haïti est devenue la première nation noire à gagner son indépendance. Et il faut ajouter la première nation à gagner son indépendance sur le champ de bataille. Ouais. Alors, pour gagner une indépendance sur le champ de bataille... Face à la meilleure armée de l'époque. C'est ça, c'est ça. Donc, on va avoir cette politique de Boulekaï, Kopetete, c'est ça? Oui, voilà, Kopetete, Boulekaï. Docteur Pamphile, beaucoup pensent, et ce livre m'a un peu confirmé sur cette piste, beaucoup pensent qu'avec Toussaint Louverture, Haïti serait comme la Guadeloupe, comme la Martinique, c'est-à-dire des départements français des Amériques, des départements d'outre-mer, où Toussaint serait gouverneur général à vie et Haïti ne serait jamais un État véritablement indépendant. Vous qui avez lu les correspondances de Toussaint, est-ce que vous confirmez cette intention louverturienne que de garder Haïti comme un territoire français et que l'avantage pour lui serait qu'il en serait le gouverneur à vie, l'empereur même? Bon, on parle du manifeste de Toussaint Louverture. Il y a le rêve louverturien. Le rêve de l'ouverture, c'est l'abolition de l'esclavage numéro 1. Il faut que le noir regagne sa dignité, sa liberté. Et il faut que la colonie qui a été développée ou qui a été valorisée par la sueur ou bien par le sang des nègres, il faut que cette colonie appartienne aux Noirs et que cette colonie devait être gouvernée et dirigée par les Noirs. C'était le rêve louverturien. Ouais. Alors... Mais dirigé par des Noirs pour le compte de la France ou non, pour le compte de ces Noirs? Je crois que c'est pour le compte des Noirs. C'est pour le compte des Noirs. C'est le rêve, c'est le rêve louverturien. Mais
À l'époque, les puissances coloniales n'accepteraient jamais, vous voyez, l'indépendance d'Haïti ou l'indépendance de leur colonie, parce que vous vous rappelez que leur suivi était dans le système des plantations, que ce soit aux États-Unis ou bien dans les Antilles. Ouais. Alors, imaginez une Haïti, comme vous dites, qui serait dirigée par Toussaint, mais toujours sous le contrôle. Ouais, un peu sous le protectorat français. Comme la Guadeloupe, la Martinique, la uh-huh. Réunion, Nouvelle-Calédonie, ou comme la Jamaïque par rapport à l'Angleterre. Laisse-moi conclure et dire la même chose et me répéter que le rêve de l'ouverture, c'était la liberté, c'était l'indépendance. Ouais. Alors maintenant, quand nous lisons ces correspondances, et merci pour ce très bon livre, Dr Pamphile, qui traite des racines des relations haïtiano-américaines, quand nous lisons ces lettres, Dr Pamphile, nous sentons une relation amicale et tendre entre les Américains et Toussaint Louverture. Officiellement, c'est ce qui apparaît. Les Américains sont les amis de Toussaint. Mais quand la France trahit Toussaint, l'arrête et l'emmène au fort de jour pour croupir dans la crasse et dans le froid, les États-Unis n'ont pas levé le petit doigt. Bon, c'est une question très importante. Il a été lâché par les Américains dès lors qu'ils ne pouvaient plus défendre leurs intérêts sur le sol haïtien. Eh bien, rappelez-vous que les Américains, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas en termes de sentimentalité. Ils n'ont pas aidé Toussaint par sentiment. Ils ont défendu leurs intérêts. Et voir les États-Unis intervenir contre la France en faveur de Toussaint, eh bien, mon cher, c'était je ne sais pas. Et rappelez-vous qu'il y avait une alliance entre les États-Unis et la France, parce que la France a aidé les Américains à gagner leur indépendance. Ouais. Alors, vous avez raison de vous demander pourquoi les États-Unis n'ont pas intervenu. Oui, quand Toussaint a été mais vraiment placé comme ça dans ce bateau. Et pour en revenir aux propos d'introduction que nous trouvons dans ce livre, c'est la même chose en 2010. Quand l'ambassadeur américain installé en Haïti a défendu Michel Martelly, ce n'est pas tant parce que cet ambassadeur aimait Michel Martelly, c'était pour continuer à sauvegarder les intérêts américains. Ça. Et comme Michel Martelly constituait la figure publique qui permettait de défendre les intérêts américains, voici pourquoi l'ambassade américaine a soutenu Michel Martelly. Je crois que les nations agissent selon leurs intérêts. Et il faut le garder en tête. Ouais. Mais c'est quand même grave d'avoir à la tête d'un État un citoyen qui participe à la défense des intérêts d'un autre État. Oui. C'est quand même grave. Oui. Mais je crois que l'essentiel, il faut nous réveiller nous-mêmes et voir que nous avons des intérêts à défendre et que nous avons une population qui a besoin de gravir l'échelle sociale et pouvoir jouir du bien-être matériel, moral et éducatif. Alors, il nous faut défendre, prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des droits et des intérêts de nos propres concitoyens. Parce que, vous voyez, les gens vont vous donner ils vont vous donner de l'appui économique, mais la transformation qui doit se passer chez vous, qui doit être faite chez vous, eh bien, c'est vous-même, Haïtiens, qui devez vraiment le faire. Ouais. Les autres ne vont pas le faire pour vous. Ouais. Les autres ne vont pas venir développer votre pays pour vous. C'est à nous de le faire nous-mêmes. Exactement. Soyons nous-mêmes. Et dans une correspondance de Stevens, l'ambassadeur américain qui est en poste en Haïti en 1789, 90, 91, à Pickering, l'ambassadeur qui est le secrétaire d'État de l'époque, il écrit cette lettre au Cap français. Nous sommes le 27 avril 1800 et nous pouvons sentir dans cette correspondance une envie chez Toussaint Louverture ou quelques-uns de ses alliés d'occuper
la partie ouest de l'île, d'occuper la République dominicaine. Oui, oui. Est-ce que les États-Unis participaient à la logique globale de soutien à Toussaint dans cette logique-là? Bon, je ne sais pas, mais nous savons la logique de Toussaint d'occuper la République dominicaine et d'autres gouvernements haïtiens qui ont fait la même chose, c'était de sauvegarder l'indépendance de notre pays. De sauvegarder l'indépendance d'Haïti ou bien de jouer à l'Alexandre le Grand? Je crois que c'est de sauvegarder, c'est parce que c'était une source de menace enfin, la partie de l'Est. Donc les gouvernants haïtiens ont toujours vu, du moins au 19e siècle, la nécessité de contrôler ce qui se passe dans la partie. Alors on a toujours vu ça, du moins les dirigeants haïtiens ont toujours senti ça, mais pour l'instant, c'est cette partie-là de l'île qui nous occupe quand même. Bon, enfin, nous sommes au 21e siècle. Les choses ont changé. Malheureusement, nous dépendons beaucoup de la République dominicaine. Nous importons beaucoup de choses. Et c'est dommage. Même la vie, nous importons chez les Dominicains. Même la vie. C'est ça. Tous les médicaments viennent de la République dominicaine. Docteur Pamphile, il y a un jeune garçon de 19 ans, un jeune Bridgien qui regarde cette émission, qui est tombé dessus comme par hasard et qui est resté regarder. Merci de continuer à regarder. Donne-lui 2 raisons afin qu'il se mette à lire, docteur Pamphile. Eh bien, je voudrais qu'il lise ce livre, premièrement. C'est une source d'information importante pour savoir l'histoire d'Haïti et pour comprendre l'histoire d'Haïti. Et également, c'est une source d'inspiration pour voir comment éviter, vous voyez, les méandres d'occupation. Parce que les forces européennes, ils ont toujours joué le jeu, vous voyez, de nous contrôler le mot que je cherche, c'est que en provoquant ces conflits entre Haïtiens. Des guerres intestines. Beaucoup de nos guerres intestines ont été soutenues par les forces étrangères. Parce que ça permettait de garder leurs intérêts. Exactement, exactement. Donc il faut que les Haïtiens arrêtent de se battre entre eux et qu'il y ait une sphère commune de citoyenneté. C'est ça. Et voir comment développer le pays, comment faire monter ce pays qui nous est si cher. Voilà, faire monter ce pays, les racines des relations haïtiano-américaines. Le docteur Léon Pamphile était donc sur ce plateau. Je rappelle que ce livre est publié chez C3 Éditions dans la collection Textes Retrouvés. C'est un livre à lire. Merci docteur Pamphile. À bientôt pour le prochain livre. Merci de m'avoir reçu sur ce plateau. Et je vous souhaite bonne chance dans vos aventures, de vos entreprises. Merci, docteur Pamphile. Entre parenthèses, je rappelle que vous êtes également pasteur et que vous avez un engagement citoyen à Thomasin 32. Le livre à lire, les relations haïtiano-américaines, chez C3 Éditions, collection Textes Retrouvés. Allez, nous allons maintenant passer à la rubrique Temps Science avec Maître Volmar. Attention, nous allons parler de la théorie des cordes. Allez-y, respirez. À tout de suite. Nous voici donc dans la rubrique Temps Science délivrez-vous. Nous allons parler de la théorie des cordes. Vous savez, cette fameuse théorie qui mobilise tout un pan de la physique. Et pour en parler, pour vous présenter les fondamentaux, les élémentaires, le b.a.-ba, le minimum à savoir de la théorie des cordes, je reçois sur ce plateau un habitué, Philippe Junior Volmar. Maître Volmar, ça va bien la vie? Ça va bien la vie. Et pour vous? Toujours. Je pète la forme. Le bonheur. Le bonheur comme toujours. Maître Volmar, la théorie des cordes. En quelle année déjà cette théorie a investi le discours officiel de la science? Autour des années 80, mais il y avait déjà des études faites par d'autres scientifiques autour des années 30. Ok. Maintenant, Maître Volmar, qu'est-ce que la théorie des cordes? J'ai 14 ans, attention.
Qu'est-ce que la théorie des cordes en physique? En fait, pour parler de la théorie des cordes, il faut malheureusement revenir en arrière pour parler de la relativité générale et la physique quantique. Donc, la relativité générale, c'est une théorie qui parle de la gravitation, donc à l'échelle macroscopique. Ouais. C'est comment se forme le Soleil, pourquoi la Terre tourne autour du Soleil, pourquoi la Terre est ronde, quasiment ronde. Tout ça, c'est expliqué par la théorie de la relativité générale d'Einstein. Qui implique le principe de la gravitation. De la gravitation. Voilà. Et maintenant, bon, bien entendu, il faut préciser aussi qu'avec cette théorie, on a découvert que ce n'est pas la Terre qui attirait toutes les choses vers son centre, mais c'est plutôt le fait que la Terre est une masse, ou quelle que soit la masse qui existe dans l'espace, il plie l'espace. Et que l'espace et le temps peuvent subir des courbures. Maintenant, il y a la physique quantique qui est apparue peu après, alors disons entre 20 ans, je peux dire, oui, une vingtaine d'années après la théorie de la relativité générale, qui elle-même, comme théorie, parle du monde microscopique, le monde des atomes, le monde des particules. L'infiniment petit. L'infiniment petit. Donc, ce que cette théorie dit, c'est que eh bien, il y a des atomes déjà, et Démocrite avait raison, et que ces atomes sont constitués de noyaux, d'électrons, et que le noyau est constitué de protons et de neutrons, et que les protons sont constitués de quarks et de... Alors, on parle surtout de leptons et de gluons, ce sont des catégories de particules. On ne va pas préciser, faire trop de précision là-dessus. Alors maintenant, le problème, c'est que ces deux théories n'ont jamais été vraiment prises en défaut, okay, par rapport à... Donc quand tu dis deux théories, la physique quantique et la relativité générale, toutes les expérimentations, alors tout ce qu'a prévu ces théories, ont été prouvés par l'expérimentation. Alors, petit élément de détail, Maître Volmar, la physique quantique, au fait, ne mobilise pas les mêmes lois de la relativité générale. Pas du tout. Ce qui est vrai pour la relativité générale, pour l'infiniment grand, n'est pas nécessairement vrai dans le monde microscopique. Comme par exemple, dans la relativité générale, l'espace est lisse, plane et calme, alors que dans la physique quantique, l'espace est bouillonné d'activité. Il y a des particules qui se créent, des particules qui s'annihilent. Donc, il y a plein de mouvements et plein d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie du vide dans la physique quantique. Alors, ces deux théories qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été mises en défaut, posent un problème par rapport à une phénomène et une théorie qui exigent que ces deux théories soient mises ensemble, disons, unifiées pour expliquer ces phénomènes. Comme donc, par exemple, une théorie du tout. Je ne suis pas encore là. J'y arrive. Alors, il y a le trou noir, qui est un astre, qui met et la relativité générale et la physique quantique à l'épreuve, parce que l'infiniment petit et l'infiniment lourd se rencontrent. Donc, il y a une masse vraiment très, très imposante, comme c'est ce qu'est un trou noir. Et puis ensuite, il y a sa petitesse. Donc, maintenant, il faudrait employer les deux théories qui déjà ne s'entendent pas parce qu'ils évoluent dans des niveaux différents, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Alors que là, maintenant, on est dans une situation où on doit les appliquer pour un trou noir. Et les résultats sont contradictoires. Ensuite, il y a un deuxième phénomène, c'est le Big Bang. L'origine de l'univers, c'est que tout l'univers était dans un point, donc infiniment grand. Dans l'infiniment petit, il faudrait utiliser les deux théories. Alors voilà. L'idée, c'était de répondre à cette question. Il y a aussi une autre question, par exemple, c'est de trouver une particule qui explique la gravitation, puisque l'électromagnétisme, par exemple, ou la force électromagnétique forte et faible qui régit les atomes, ont des particules qui transmettent l'énergie. Alors, il faudrait aussi trouver une particule qui transmette la force gravitationnelle. Donc, voilà ce que fait la théorie du tout. C'est une théorie qui essaie d'unifier ou encore de quantifier la théorie de la relativité générale en faisant émerger une particule qui transporte l'énergie de la gravitation. Alors, de quantifier ou de quantifier? De quantifier. Voilà. De quantifier pour faire la différence linguistique. Hein, parce qu'il y a quantifier et quantifier. Là, c'est mettre à l'échelle quantique. Mettre à l'échelle quantique. Voilà. Maintenant, quand nous parlons des branes, qu'est-ce que c'est, Maître Volmar? Alors, les branes, c'est aller très vite quand on parle de théorie des cordes.
Et parce que ce que dit la théorie des cordes déjà, c'est que toutes les particules, ce sont des cordes qui vibrent. Alors, la différence qu'il y a entre un électron et un quark, c'est dû au fait que cette corde vibre de manière différente. Il y a deux types de cordes, il me semble. Il y a des cordes fermées et il y a des cordes qui sont ouvertes. Alors maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le jour où cette théorie a commencé à susciter l'intérêt des scientifiques, beaucoup de scientifiques se sont mis à faire des recherches là-dessus et un problème a pris naissance. Il y a eu 5 théories différentes des cordes. Et ça a posé un problème. On ne peut pas avoir 5 théories alors qu'on essaie déjà d'unifier, alors que la théorie elle-même... alors, maintenant, il y a un scientifique qui a montré que c'était 5 façons différentes de voir la même théorie. Et cette théorie des cordes s'est transformée en théorie M. Et c'est la théorie M qui parle de brane. Alors, c'est quoi une brane? C'est une corde qui s'est étendue jusqu'à former une brane qui, on pourrait dire, c'est une surface. Mais une surface à 3 dimensions qui évolue dans un espace à 11 dimensions spatiales. Oui, et c'est là que ça devient compliqué. Et 11 dimensions, c'est une dimension pour le temps, les 3 dimensions que nous connaissons, et 6 dimensions floues, M. Volmar. Alors ça, c'est la théorie des cordes. Mais avec la théorie M, on passe maintenant à 12. 11 théories d'espace et pas théorie, 11 dimensions d'espace et une dimension de temps. Alors pour que les gens comprennent rapidement cette histoire de dimensions, là nous sommes, M. Volmar, sur un plateau de télévision composé de 4 dimensions. Longueur, largeur, hauteur et le temps. Ça fait 4 dimensions. Et l'esprit humain, jusqu'à présent, ne peut concevoir que ces 4 dimensions. Alors, et pour être encore plus pédagogique, voilà, un point, ça n'a pas de dimension. Donc quand je parle d'un point, c'est quelque chose qu'on imagine mathématiquement. Parce que le point que tu fais sur une feuille de papier... Ce n'est pas un point. Non, c'est une surface. Donc, une droite, c'est déjà une dimension. Un carré, c'est 2 dimensions. Cube, 3 dimensions. Donc maintenant, au-delà, on ne peut pas imaginer. Parce que notre cerveau n'a pas été calibré pour imaginer d'autres dimensions. Donc voilà pourquoi les mathématiciens, quand ils veulent avoir une idée de ce qu'est une 4e dimension, par exemple, ils le font par projection. Alors ce qu'on appelle projection, c'est le fait qu'on peut projeter une figure à 3 dimensions, en 2 dimensions, par exemple quand on utilise de la lumière, voyez. Donc maintenant le problème, c'est que pour que les cordes puissent vraiment unifier les 2 théories, eh bien, il faut que ces cordes-là puissent faire des mouvements qui ne sont pas des mouvements qui appartiennent à notre monde. Et pour qu'ils puissent faire ces mouvements-là, eh bien, il faut qu'il y ait d'autres dimensions. Pour expliquer un peu plus clair, par exemple, nous, sur une corde, on ne peut faire que 2 mouvements. On peut aller vers l'avant et vers l'arrière. On ne peut pas faire d'autres. C'est comme dans un jeu de Game Boy avec Mario. Voilà. On continue. Maintenant, mais une fourmi, sur cette même corde, peut faire 4 mouvements. Peut aller de l'avant, l'arrière et 3 mouvements alors, et faire le tour de cette corde. Alors, les scientifiques pensent que de 2 choses l'une, soit on ne peut pas évoluer dans les autres dimensions d'espace qui existent bel et bien, on ne peut pas les voir, on ne peut pas évoluer dedans, ou bien ce sont les branes qui, eux, évoluent dans ces dimensions supplémentaires. Et là, M. Volmar, ça nous met en crise. Ça nous met non pas dans un univers, mais dans un multivers. Dans un multivers. Il y aurait des univers parallèles auxquels on n'aurait pas accès. Les branes peuvent créer d'autres univers. En fait, on pourrait dire que chaque brane pourrait représenter un univers. Donc, et on pense même, c'est une théorie, une hypothèse, quoi, que le Big Bang aurait pu être une collision de 2 branes. De 2 branes, voilà. Donc, mais il faut que l'on précise pour les téléspectateurs et téléspectatrices que la théorie des cordes et la théorie M ne sont pas encore des théories au niveau de la relativité générale et au niveau de la physique quantique. Pourquoi? Parce que c'est des problèmes d'expérimentation. Donc on ne peut pas vérifier ce qui est dit dans cette théorie, du moins pour l'instant. Parce que les cordes sont des milliards et des milliards de fois plus petits que des atomes qui, eux, sont des milliards et des milliards et des milliards de fois plus petits que nous. Donc, vous imaginez des instruments qui expérimentent dans ces domaines-là. Alors, l'accélérateur de particules qui est entre la France et la Suisse peut aider, mais là encore, ça va prendre du temps. Il y a de l'espoir que l'on puisse découvrir le graviton. C'est la particule de la gravitation. La gravitation. Et on pense qu'au moment où on va le découvrir au moment où cette particule échappe
à une brane pour se rendre dans une autre brane parce qu'on pense que seule la gravité peut voyager entre les branes, donc ce qui veut dire dans le multivers. Mesdames et messieurs, Maître Philippe Junior Volmar, la théorie des cordes. Si ça vous intéresse, continuez à vous informer. Ça ne va pas vous tuer que de vous intéresser au savoir, à la connaissance. Merci Maître Volmar. Merci à vous. Voilà. Et la semaine prochaine, je vous promets, Temps Science avec les 4 forces qui dominent l'univers. La force nucléaire, la force électromagnétique, la relativité générale. Écoutez, ça va partir dans tous les sens. C'est toujours bien de charbonner son intelligence. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir reçu chez vous. Merci d'avoir reçu l'équipe de la radio-télévision Caraïbes. Continuez, mais vraiment, continuez à lire. Lisez cette semaine les relations, les racines des relations haïtiano-américaines, publiées chez C3 Éditions de la collection Texte retrouvé. En ce qui nous concerne, je vous dis, gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres et vous.